Chadrick Ilanga presents. Le débat, extrêmement violente, la confrontation, la dualité, ce sont des mots qui vont représenter la dynamique d'une société. Et des individus arrivent à avoir plus d'habileté face à l'adversité. Et souvent, il y a des critères que l'on peut vite énumérer. La force, l'éloquence, l'intelligence, le calme. Parmi les personnes les plus puissantes de ce monde, nous voyons des personnes qui vont pratiquement se désigner à travers l'argent, la fortune. Et celles et ceux qui ont la capacité à automatiquement capter l'attention, avoir un aura naturel, parfois se prennent d'une certaine manière. Et parmi ces personnes réside une femme. Et je pense très fortement que cette femme, c'est la femme qui est la plus crainte par les hommes les plus puissants de ce monde. Cette femme n'est autre que Élise Lucet. Bienvenue à toi. Je me présente à toi encore une fois, Chadrick Ilanga, ton expert en éloquence, influence et manipulation. Dans ma chaîne, tu vas apprendre à observer le monde différemment et essayer de déceler dans les implicites, dans ce qui n'est pas dit, dans les non-dits qui parfois ont des conséquences terribles sur les relations, déceler les stratégies d'influence et de manipulation. Attention, aujourd'hui nous parlons d'une personne et d'une personnalité qui a fait trembler littéralement beaucoup d'hommes puissants de ce monde. Et j'aimerais m'intéresser à un aspect discutable ou non de son approche, l'autorité. Je vais vous faire écouter un enregistrement. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. C'est un directeur régional de Lidl qui parle à l'un de ses responsables de magasin. Je vais te convoquer à longueur de semaine. Il n'y a pas de souci. Tu vas perdre une semaine. Tu vas perdre 1 à 2 semaines de salaire par mois parce que je te mettrai 6 jours de mise à pied à longueur de temps. Et tu vas mourir. Premier inventaire pourri. Me reste de procédure. Je te cartouche. C'est la guerre. Élise Lucet est certainement l'une des journalistes les plus craintes de sa génération. Comment s'y prend-elle? Et finalement, est-elle réellement irréprochable? N'utilise-t-elle pas des techniques qui peuvent être finalement plus que corruptibles? Discutons aujourd'hui du cas d'Élise Lucet. Le 30 mai 1963, à Rouen, Élise Lucet naquit dans un milieu où l'école, la transmission et la langue occupent une place centrale. Son père, professeur d'anglais et chanteur lyrique amateur, sa mère, directrice d'école, enseigne à Élise Lucet la particularité des mots et la manière dont les mots peuvent voyager. Cet environnement façonne très tôt chez elle une maîtrise rigoureuse du langage, un rapport exigeant au savoir et une culture du partage. Le service public en est à l'image, éduquer, informer, transmettre. Contrairement à beaucoup de journalistes de sa génération, elle ne passe pas par une école de journalisme. Elle entame d'abord des études universitaires d'anglais, puis part comme jeune fille au Canada, à Calgary. C'est là qu'elle découvre la radio et la pratique journalistique de terrain. Cette absence de formation académique classique est déterminante, car c'est grâce à cela qu'elle développera une identité professionnelle fondée sur l'expérience, la pratique et la rigueur empirique, plutôt que sur les codes corporatistes. La première fois que la télévision française voit le visage d'Élise Lucet, c'est en 1983, à travers la chaîne France 3 régionale de Caen. Et on est assez fasciné. On est fasciné par quoi? Parce que nous voyons ici une dame stoïque, souriante de manière professionnelle, posée, avec une voix mélodieuse et qui sait nous saisir dans la simple fonction de communiquer une information. Nous retrouvons Élise Lucet au palais de justice de Caen. Enfance difficile, problèmes familiaux importants, scolarité interrompue. À 23 ans, Jean-Michel Rebourg compte déjà 17 condamnations sur son casier judiciaire. Le portrait des psychiatres n'est pas plus brillant. Rebourg est un instable, un impulsif, un déséquilibré psychopathe important. Ce qui peut déjà nous interpeller sur Élise Lucet, c'est son rapport à l'émotion. C'est une personne qui, d'apparence, donne l'impression d'être insensible.
Ce que vous me montrez là, est un enregistrement qui est sorti d'un contexte. Je ne connais pas le contexte dans le détail. Non, attendez. En revanche, ce type de propos, ce type de ton est inacceptable. C'est clair et net. Qui que ce soit. Est-ce que c'est du harcèlement? Je n'irai pas plus loin dans le commentaire. En revanche... Vous voulez pas dire si c'est du harcèlement ou pas du harcèlement? Attendez... L'une des forces qu'elle a, c'est que lorsqu'elle interagit avec un individu, lorsqu'elle rentre en interaction avec une personnalité, elle a le même comportement. Est-ce bon? Est-ce mauvais? C'est ce que nous allons observer aujourd'hui. Lorsque l'on parle d'Élise Lucet, nous pouvons que penser à l'interview avec Marc Blatta. Marc Blatta qui a été interrogé, remise en question sur ses pratiques en tant qu'influenceur. Et elle prend le temps de discuter avec cet individu, elle prend le temps d'échanger avec celui-là, elle essaye de comprendre l'origine de ses travers, l'origine des rumeurs autour de ses travers, et observer comment elle s'y prend. J'aimerais d'abord vous poser une question, vous êtes influenceur. Comment vous avez eu, vous, l'idée de vous lancer dans le copy trading ? J'ai rencontré quelqu'un qui m'en a parlé, vaguement, et puis il m'expliquait que dans le copy trading, avec la communauté que j'avais, qu'il y avait énormément d'argent à prendre, etc. Et énormément d'argent à prendre pour vous, pour qui, que ce soit pour moi surtout, je pense que sa proposition était plus orientée par rapport à moi. Pourquoi est-ce que vous ne précisez pas, notamment dans vos vidéos, que le Forex est un marché extrêmement volatile et que c'est un marché qui est extrêmement risqué? L'une des forces d'Élise Lucet n'est autre que la capacité à être dans l'ignorance candide. Effectivement, vous savez, l'autorité est souvent décrite ou observée comme une force physique. Vous n'avez pas vraiment répondu à ça. C'est pourquoi vous ne les avez pas avertis que c'était un marché ultra volatile et très risqué? Je l'ai dit par moment je l'ai dit. Il y a des moments où je ne l'ai pas dit. Je ne vais pas m'en cacher, il y a des moments où je ne l'ai pas dit. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, si vous voulez, il y a des gens qui se plaignent d'avoir perdu de l'argent. C'est vrai, moi aussi, ça m'énerve beaucoup de savoir que le chocolat, ça fait grossir et pourtant, c'est tellement bon. Vous savez, ça veut rien dire, j'ai perdu de l'argent, tout le monde en perd de l'argent. Attendez, vous êtes en train de comparer le copy trading au chocolat? Non, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. C'est vous qui êtes vraiment en train d'essayer de le faire ou de discréditer mon discours. L'autorité est souvent mise en liaison directe et intrinsèque avec l'individu. Or, l'autorité est basée sur les circonstances. Élise Lucet, s'il est vrai qu'elle a cette qualité à poser des questions, elle a aussi cette qualité à faire comme si elle assistait en direct aux réponses sans avoir des idées préconçues sur l'interlocuteur. Contrairement à beaucoup de journalistes, Élise Lucet, lorsqu'elle vous pose une question, vous avez l'impression qu'elle est juste curieuse de savoir votre réponse. Mais de là peut arriver le pire. C'est la directrice de la relation abonnée de Free. C'est Angélique Gérard. C'est une figure historique du groupe, donc c'est quelqu'un de confiance dans le groupe. Est-ce que vous savez comment fonctionne le dialogue social? Et c'est elle qui a écrit ça. Mais est-ce que quand le directeur général d'Iliade, qui est là depuis 10 ans, qui est administrateur du groupe, vous dit qu'il n'y a pas de projet de fermer le centre de Colombes, il n'y a pas de projet de licencier qui que ce soit, de manière économique, j'entends, après, s'il y a des fautes... Des effectifs diminués de moitié en 2 ans et demi, c'est pas de licencier qui que ce soit, là. Il y en a eu des gens licenciés. Il n'y a pas eu de plan social, il n'y a pas eu de... Oui, mais je sais pas ce que vous voulez me faire dire. Arthur Schopenhauer, philosophe allemand, qui est adepte de la dialectique heuristique, nous communique une vision assez discutable de la rhétorique. Situons-nous. La dialectique heuristique est une philosophie défendant la thèse selon laquelle il n'y a pas de vérité. Le plus important, c'est d'avoir raison. Et c'est bien sûr fondé sur ces principes-là et sur cette philosophie que nous avons ce recueil, les 38 stratagèmes de Schopenhauer, qui laisserait sous-entendre que la fin justifie les moyens. Figurez-vous que notre très chère dame incorruptible, notre très chère dame justicière, qui est là pour la cause publique, la cause universelle, parfois est tentée d'utiliser l'un des stratagèmes. Et parmi ces stratagèmes, il n'y a autre que le fait d'avancer des questions dans le but que l'interlocuteur tombe dans le piège. Avancer des prémices de manière interrogative, c'est ce que sait faire Élise Lucet. Situons-nous encore une fois. Lorsque nous débattons, lorsque nous discutons avec un individu, nous avançons des arguments. Un argument, c'est la composition entre une conclusion plus
une justification. La justification dont on parle est aussi appelée prémisse dans un langage de rhétorique. Et finalement, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que lorsqu'un orateur va en guerre dialectique, à travers le jeu de mots, à travers le jeu d'idéologie et d'illustration, il a intérêt à avoir deux choses. D'abord ce bouclier, qui n'est autre que la conclusion, plus cette épée, qui est la prémisse ou la justification. Je donne un exemple. Je défends la thèse selon laquelle faire du sport, c'est bon pour la santé. C'est une thèse, c'est une position générale. Et j'avance comme conclusion, le sport est une pratique qui a des bienfaits au niveau du corps. C'est une conclusion. Et en justification, j'avance le fait qu'il y a de nombreux sportifs qui témoignent d'un état de santé assez particulier. Vous pensez que j'ai argumenté? Non, je n'ai pas argumenté. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai avancé une conclusion plus une conclusion. Je vous ai fait croire que la justification qui suivait la conclusion était une justification. Or, ce n'était qu'une autre conclusion. En d'autres termes, on va rester entre nous, on va appeler ça une métaconclusion. Beaucoup d'individus qui vont en guerre dialectique avancent beaucoup de conclusions, énormément de conclusions. Non, mais quand Emmanuel Macron, son ministre de l'économie, mais Emmanuel Macron aussi lui-même, qui dimanche dernier, au micro de nos confrères de France 2, a parlé aussi de patriotisme de la part des entrepreneurs, qu'il leur demandait d'être patriotes. Il est patriote, monsieur Lombard? Ça vous fait pas vibrer ça? Mais Élise Lucet le fait autrement. Elle vous avance ses conclusions à travers de simples questions. Elle ne vous demandera pas « Que pensez-vous de ce qui a été dit sur vous ?» Elle vous dira « Basé sur ce qui a été dit sur vous, que pensez-vous ?» La subtilité étant qu'elle affirme à l'avance la conclusion. Et vous vous mettez à justifier quelque chose qui sort de sa propre conclusion. Vous m'avez dit, il y a un chiffre qui est entre 3 000 et 10 000. Combien de personnes ont gagné? Allez-y. Énormément. Ah bah énormément, c'est une pas fourchette, si vous voulez, entre... Énormément, c'est pas un chiffre, monsieur Blatta. Exactement. Entre 2 000 et 15 000, si vous voulez. Ouais, d'accord. En gros, vous êtes en train de me dire, monsieur Blatta, qu'il y a énormément de gens qui ont gagné, très peu qui ont perdu, mais quand je vous demande un chiffre précis, vous en avez aucun. Exactement comme vous. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné ce chiffre extrêmement précis à vos abonnés, qui était qu'ils avaient 8 chances sur 10 de perdre? Parmi les conseils que je donne à mes étudiants et à mes clients, c'est que lorsque vous débattez avec une personne et lorsque vous échangez avec une personne, ne tombez jamais dans la prison dorée. Madame Lucet, vous n'êtes pas derrière mon téléphone et vous ne savez pas à qui je m'adresse. Je ne m'adresse pas qu'à des Français. Je m'adresse à des gens qui sont issus du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, du Sénégal, du Mali, de Côte d'Ivoire, etc. Attendez, Marc Blatta, vous êtes en train de me dire un truc important là. Vous êtes en train de dire devant cette caméra à tous les Français qui vous suivent qu'il ne faut pas qu'ils vous suivent en fait. J'ai envie de dire... font ce qu'ils veulent. Ah bah, vous le vous bouton adressez abonné, à... il est aussi vite que le bouton désabonné. Mais vous vous adressez à eux ou pas alors? Je m'adresse aux gens qui comprennent le français. Non, mais d'accord. Donc aux Français. Houdini, grand sorcier de son temps, avait un jour prétexté qu'il allait être capable de faire de grandes choses, car il faisait une démonstration de ses prouesses de manière publique, de manière universelle, et un jour, il a admis que si on le mettait dans une prison, il serait capable d'en sortir au bout de 48 heures. Bien sûr, l'être humain étant curieux et aimant en plus de cela le challenge, le fait de voir jusqu'où on peut pousser les limites du potentiel humain, a fait que l'expérience a été mise en place. Voici Houdini dans sa prison. Voici le gardien qui ferme la porte de la prison. Et Houdini est là et observe partout. Il se dit, ok, je vais réussir mon coup. Au bout de 20 heures, tout va bien. Mais le temps défile. Au bout de 30 heures, toujours rien. Mais reste serein. Au bout de 40 heures, au bout de 42 heures, 43, 44, 48 heures, voici Houdini qui n'a pas réussi son challenge. La réalité étant que ce n'est pas vraiment la surprise de cette histoire. La surprise de l'histoire voudrait que je vous dise que le gardien n'avait même pas fermé la porte à clé. Il a ouvert la porte comme ça, comme pour l'humilier. Tu n'as même pas pensé à passer par la porte. Cette illustration, c'est ce que je vais appeler une prison dorée. Vous êtes nombreux d'un point de vue dialectique, lorsque vous débattez avec des personnes, à tomber dans la prison dorée. Cela veut dire que votre interlocuteur va vous avancer une conclusion,
plus une justification, et vous allez vouloir contredire la justification. Il y a un de vos abonnés qui affirme avoir perdu jusqu'à 29 000 €. Donc ça veut dire que les... Non, ça veut dire que c'est juste quelqu'un qui a les doigts qui brûlent. C'est juste ça en fait. Moi, je voulais juste aller au bout de ma question. Ça veut dire que l'argent qui est perdu, ça peut représenter les économies d'une vie pour quelqu'un. Bah déjà, c'est quelqu'un. Bah déjà, je vais vous parler clairement. Déjà, c'est un idiot. T'as 30 000 €. Déjà, pourquoi tu vas pas mettre un apport dans un appartement? C'est un idiot. D'accord. Oui, c'est un idiot. Donc là, vous êtes... Faire 30 000 € dans du copy trading, c'est un idiot. À la base, pour rentrer dans le copy trading. Donc ça veut dire que vous parlez comme ça de vos abonnés. En fait. Non, je parle pas comme ça de mes abonnés. Je parle. Bah, en l'occurrence, c'est un de vos abonnés. Mes abonnés, je les choisis pas. Mes abonnés, ils me critiquent, ils m'insultent, etc. Il y a des idiots dans mes abonnés. Donc vous avez la promu du copy trading. Bien sûr. Sur ce copy trading, lui, il a investi, il a perdu 29 000 €. Et en fait, la seule chose que vous lui dites, c'est qu'il est un idiot. Non, c'est pas la seule chose. Mais c'est vous qui faites des raccourcis encore une fois. Je vous pose la question. Mais arrêtez de me dire je vous pose la question. Ça fait 7 fois que vous me la posez, ça fait 7 fois que je réponds, mais la réponse c'est ce que vous venez de dire. Et malheureusement, lorsque vous tombez dans ce piège, vous êtes d'ores et déjà non seulement coupable, mais en plus condamnable, soit emprisonné. Cicéron, pour démontrer à ses étudiants la subtilité de l'argumentation, expliquait avec cette illustration comment se former un argument. Conclusion, un homme peut être noir et blanc à la fois. Justification, prenez un noir, faites-le sourire. Je ne sais pas comment vous allez réagir face à ces propos, nous sommes d'accord que dans tous les cas, c'est une bêtise. Mais comment réfuter cela? Beaucoup de personnes s'attarderaient de manière réactive, de manière reptilienne, à vouloir contredire la justification, en prétextant peut-être que les dents peuvent être jaunes, ou en prétextant que il y a des personnes qui sont noires foncées. C'est tombé dans sa prison dorée. Et c'est ce que Élise Lucet a compris. Vous n'êtes pas en train de leur dire « Fais gaffe, le forex, ça peut faire perdre beaucoup d'argent, ça peut en faire gagner aussi ». Mais c'est pas ça que vous dites là. Encore une fois, je m'adresse à des gens qui cherchent l'indépendance financière. Et l'indépendance financière, ils ne l'obtiendront pas en travaillant pour quelqu'un. Après, libre à eux de le faire. Mais là, c'est pas l'indépendance financière qu'ils ont gagné, c'est de la perte financière. Donc vous avez interviewé des gens qui ont perdu, mais ça vous intéresse pas de savoir combien de personnes ont gagné. Parce que tout à l'heure, vous m'avez posé une question en début d'interview. Vous m'avez dit une fourchette, et je vous ai dit entre 3 000 et 10 000. Même si c'est que 3 000, vous avez recensé combien de perdants? Il y a une plainte, attendez, il y a une plainte soi-disant de une centaine de personnes. 100 sur 3 000, le ratio vous suffit pas? Si vous n'êtes pas capable d'estimer exactement le nombre de gens qui ont investi, si vous n'êtes pas capable d'estimer très clairement le nombre de gens qui ont gagné, comment est-ce que vous pouvez me dire mais tous ces gens qui ont perdu, c'est rien du tout par rapport à tous ceux qui ont gagné? Lorsque j'avance des affirmations et ensuite je laisse l'individu répondre par une interrogation qui est nourrie de l'affirmation derrière, l'autre ne pourra que se mettre dans une position de justification. La justification, par excès, c'est une forme de crucifixion. Qui se justifie trop se crucifie. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que dès lors que l'on se met et que l'on s'attarde à vouloir contredire la justification d'une personne, inconsciemment, on valide déjà la conclusion. Pour répondre à Cicéron, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire à Cicéron, non. Même si les dents peuvent être jaunes, même si la peau peut être plus ou moins blanche ou noire, là n'est pas la question. On va contredire la conclusion en disant « Écoutez, je suis d'accord avec vous. Effectivement, c'est une question qui peut se poser. Mais au niveau de la conclusion, lorsque nous parlons de noir ou blanc, nous parlons de quelque chose de symbolique. À ce que je sache, lorsqu'on dit jaune, on ne parle pas des Simpsons, on parle des Chinois. Mais les Chinois ne sont pas jaunes comme les Simpsons. En faisant cette approche, vous réussissez à désamorcer cette stratégie qui est de vous mettre dans une prison dorée. Mais jusque-là, lorsque j'observe les interviews, lorsque j'observe la manière dont elle approche ses interlocuteurs, très peu d'interlocuteurs ont réussi à saisir cela. Est-ce parce qu'ils sont surpris, impressionnés par quelque chose? J'ai l'impression que c'est une mise en scène. Parfois, je me demande, est-ce réel ce qui se passe? Est-ce que cette humiliation est réellement à l'image de ce que l'on voit? Et avec cette question, j'en suis arrivé à une conclusion manifeste. Dans les années 60, un psychologue américain du nom d'Albert Mehrabian a fait une étude particulière sur le discours. Il s'est interrogé sur l'origine de l'impact d'un discours. Il s'est demandé, est-ce que dans un discours, il y a des éléments qui impacteraient plus que d'autres? Et à sa grande surprise, il en est arrivé à une conclusion qui reste assez discutable. Dans un discours, il y a 3 éléments qui priment,
3 éléments qui contribuent à l'impact. Ces éléments-là ne sont autres que l'image, la voix, les mots. L'image impacterait à 55%. Les mots n'impacteraient qu'à 7%. Et la voix à 38%. Pour revenir sur ce qui pourrait impressionner chez Madame Lucet, si pour d'autres personnes ça peut être sa beauté, si pour d'autres personnes ça peut être son élégance comportementale, pour moi, je pense avoir décelé le grand secret de cette dame. C'est ce que l'on va appeler le stoïcisme. En fait, eux, ils arrivent à négocier à la baisse et qu'ils ne payent qu'un quart du pas de porte, donc de ce bonus, comparé aux autres entreprises. Mais pourquoi ils ont eu un traitement de faveur, clairement? C'est là que la question se pose. Comment se fait-il que cette société-là puisse payer un pas de porte beaucoup plus bas? D'autant plus qu'en fait, cette société-là a récupéré parmi les plus importantes mines du secteur, qui détenaient parmi les plus grandes réserves. Elle aurait dû payer un pas de porte de plus d'un demi-milliard. Être stoïque, quelque part, c'est surtout ne pas faire apparaître la moindre émotion lorsque l'on écoute une personne. Je suis fasciné par un élément qu'elle porte tout le long de ses interviews et qu'elle met comme une arme. Ce n'est autre que ses lunettes. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que les lunettes peuvent tout faire, mais que lorsque vous ajoutez à leurs airs d'intello un regard simple, stoïque, sans émotion, vous avez l'impression d'avoir affaire à un détective Conan qui a découvert quelque chose de particulier. Il a tué un de leurs employés. Revenons sur l'étude d'Albert Mehrabian. Albert Mehrabian nous parle de l'image. La manière dont se comporte Élise Lucet nous met dans une position de paranoïa. Car lorsqu'on ne sait rien, on peut tout imaginer. Elle ne nous montre rien, si ce n'est autre qu'une personne qui vous écoute. Et qui est là pour vous écouter. Et qui, parfois, va se permettre quelques expressions faciales pour vous déstabiliser. Observez cela. Donc on se dit que pour quelqu'un qui veut investir dans le développement durable, c'est bizarre quand même, territoire-là. Ça veut dire que vous êtes très peu optimiste, quand même. En italien du terme, c'est pas le cas encore en France? Non, mais la méthode mafieuse qui se répand parce que ces organisations criminelles, elles travaillent ensemble, elles se connaissent, elles étudient ce qui fonctionne ailleurs et elles C'est un enregistrement qui est sorti d'un contexte. On ne connaît pas le contexte dans le détail. Non, attendez. En revanche, ce type de propos, ce type de ton est inacceptable. Est inacceptable. Clair et net. Qui que ce soit. Est-ce que c'est du harcèlement? J'irai pas plus loin dans le commentaire. À travers ces extraits-là, peut-être que vous avez aussi noté une chose. Albert Mehrabian nous parlait de l'image, mais il nous parlait aussi de la voix. Élise Lucet, contrairement à beaucoup de journalistes, des journalistes qui vont parfois faire du rentre-dedans, Élise Lucet, contrairement à Jean-Jacques Bourdin, qui dans son style est connu pour être dans une approche très hostile, Élise Lucet arrive à être hostile tout en gardant l'élégance qui va avec. Et cela se passe à travers un élément particulier, sa voix. John Quick est un expert en cerveau et il a cette facilité de mémorisation. Ici, vous pouvez le voir en train de réciter une série de chiffres qu'on lui a demandé de mémoriser et regardez comment c'est impressionnant. Let's come up with a number for the group and try to memorize it. And then I'll give you some tips on how you can do it even better. Is that fair? Yes? 27. 27. So everyone's writing down 27. Everyone gets the idea? All right, perfect. 19 or 9. Yeah, 19. Perfect. 19. 22. 22. All right, I'll do single digits. Ready from the beginning? All right. 2, 7, 1, 9, 2, 2. How am I doing so far? 1, 4, 1, 0, 7, 9, 6, 3, 2, 3, 4, 6, 1, 7, 1, 4, 9, 9. Was it 2, 8? Yes? Okay. Ooh. Almost there. 3,
5, 3, 6. Ce qui nous explique, c'est que pour pouvoir mémoriser quelque chose, il faut ajouter à l'information une émotion. Et cette émotion n'est pas des moindres. C'est ce qui va faire en sorte que le cerveau limbique puisse être marqué par ce qui est dit. Je ne peux parler du cerveau limbique sans mobiliser les études du neurobiologiste Paul MacLean, qui nous explique que dans notre cerveau, il y a 3 régions cérébrales qui ont une réaction particulière selon l'information qui arrive. Le cerveau reptilien, qui est la partie la plus basse du cerveau, peut avoir une réaction reptilienne, une réaction agressive, défensive, parce que face à ce qu'il ignore, il doit survivre. Et l'instinct de survie passe principalement sur le cerveau reptilien. Vous pouvez voir à travers l'interview avec Marc Blatta une expression particulière dans la manière dont Madame Lucet prononce ses questions qui pourrait faire en sorte qu'on ressente mine de rien quand même une personne qui veut vraiment nous comprendre. Et cela passe par un jeu vocal qui impacte le cerveau limbique et rend mémorable et agréable ce moment-là. Mais bizarrement, il y a de tout. Jusqu'à combien de personnes ont suivi vos conseils de copy trading? J'ai pas calculé. Pas mal de personnes. Genre, mais j'ai 1000, 2000, fourchette, 3000, 4000. Ça doit être de cet ordre-là. Mais en tout cas, on est en dessous des 10 000 personnes, c'est une certitude. En dessous des 10 000 personnes, c'est une certitude. Mais quoi, 3000, 4000? Dans ces eaux-là, je pense. Les questions qui sont évoquées font peur, car on ignore ce que Madame Lucet pense de nous. Mais la voix est agréable et elle crée comme une convivialité pour que vous puissiez répondre aux questions tranquillement. Mais n'oubliez pas, au niveau du néocortex, elle vous éprouve, car elle vous avance des affirmations qui parfois pourraient être pensées infondées. Vous pensez que les gens connaissent le Forex? La plupart du temps, c'est un public aguerri auquel je m'adresse. Aguerri? Pour la plupart du temps. Au Forex? Et bien sûr. Vous pensez ça? Les gens à qui je m'adresse, c'est des gens qui me ressemblent. C'est des gens qui me ressemblent, tout simplement. Et vous voilà là, en train de répondre, de vous lancer, de vous justifier, comme un être coupable, d'essayer de désamorcer ce qui a été dit sur vous, alors qu'elle ne fait que vous poser des questions. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas, peut-être 12 heures ou moins, j'en sais rien. Il faut que je trouve ce qui le fait vibrer. Un bon coup d'annuaire, ça peut le faire vibrer. Non, pour nombre de raisons, non. Il faut vous armer de patience, d'accord? Il est crucial que vous demeuriez patiente. Il est aussi crucial que vous enleviez cette barrette à la con. Non, elle vous pose un problème, ma barrette. Et vous, qu'avez-vous sur la tête? Ouais, sur le sommet de la tête. Au moins, c'est pas bizarre. Mais quelle différence? C'est bon, on y va. Bon, avant d'entrer dans cette pièce, n'oubliez pas que nous avons créé un lien aujourd'hui. Je vous supplie de me faire confiance. Êtes-vous consciente de l'importance que ça a? Ouais, j'en suis consciente. Aurez-vous un peu de patience? J'en aurai. Entendu. La communication paraverbale concerne principalement 5 choses. L'élocution, qui est la capacité à articuler. Le débit, la capacité à être au contrôle du débit, c'est-à-dire accélérer ou ralentir. Ce que l'on va appeler l'intonation de la voix, qui concerne le volume de la voix, la tonalité de la voix, qui va nous ramener sur un élément rhétorique que l'on qualifie de prosodie, qui est la capacité pour un orateur de faire balader sa voix pour que l'on puisse être capté par ce qu'il dit et pour que cela puisse sembler agréable. Le 5e élément n'est autre que le silence, la capacité à observer l'individu, à écouter, à prendre le temps de dire ce que l'on a à dire, à multiplier les phrases courtes et favoriser entre ces phrases de longs moments de silence. Madame Élise Lucet est celle qui maîtrise par excellence cette capacité à vous parler comme si elle était votre amie. Je ne suis pas contre vous. Quelque part, elle vaut autant une main de fer dans un gant de velours. À travers la voix, nous pouvons observer 2 éléments. Jusque-là, nous avons parlé de l'intonation et la tonalité. Et pour le reste, je vous recommande tous les coachs qui vont être meilleurs dans l'explication, contrairement à moi. Moi, je vais rester sur l'intonation et la tonalité. L'intonation, c'est le volume de la voix. La tonalité, ce sont les mélodies de la voix. Et ce qui va être intéressant, c'est cette expérience. Imaginez, vous vous retrouvez malencontreusement dans un entretien, mais c'est avec 2 policiers. Le premier vous pose la question suivante. Bonjour monsieur, bonjour madame, comment vous appelez-vous? Mais le second vous pose la question suivante. Bonjour monsieur, bonjour madame, comment vous appelez-vous? Ressentez-vous plus de sympathie chez le premier policier ou chez le second? Bien sûr, nous aurons tendance à sentir de la sympathie chez le premier policier.
Pour la simple et bonne raison qu'au niveau de sa tonalité, il a réussi à vous faire croire qu'il était sincère dans sa démarche de recherche de réponse. Bonjour. Café. J'adore le café. Sans doute même un peu trop. Lorsque la tonalité tend vers l'aigu, elle fait ressentir une forme de sensibilité et de sincérité dans la démarche. Lorsqu'elle tend vers la note grave, elle montre de la rassurance. Elle montre une forme d'autorité. Et paradoxalement, pour que Madame Lucet puisse faire preuve d'autorité, elle a une approche bienveillante, simple, candide. Et quelque part où elle se pose juste des questions. Elle aimerait juste avoir des réponses. Monsieur Chérec, bonjour. Élise Lucet, France 2. On peut vous retenir 2 minutes avec Madame Youssou Traoré? Lorsque l'on analyse la différence entre la question du premier policier et la même question du second policier, cela ne se base pas sur la composition des mots. Et nous avons l'impression que le second policier veut vérifier comment s'appelle. Et là, tout se joue. Imaginez un individu qui vous accueille chez lui. C'est votre meilleur ami. Et ce jour-là, il compte vous confronter. Mais avant de vous confronter, il vous serre un thé, il vous dit de vous asseoir, il vous parle calmement. Et même lorsqu'il vous confronte, il vous parle de la manière la plus agréable. Vous vous sentez redevable de quelque chose. Et cette chose, elle est manifeste. Vous retenir 2 minutes avec Madame Youssou Traoré? On a regardé avec précision vos fonds à vous. On a commencé par atout valeur durable. Et là, un peu aux surprises, parce qu'on regarde, tout de suite on voit qu'il y a 13 industries pétrolières. Donc on se dit que pour quelqu'un qui veut investir dans le développement durable, c'est bizarre quand même. Nous n'avons pas à exclure, je dirais, l'activité pétrolière en tant que telle. Ouais. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est d'éviter effectivement le syndrome de la marée noire. Alors, si vous voulez éviter le syndrome de la marée noire, il y a quelque chose qui aussi nous a choqué, c'est que dedans, il y a Transocéan. Transocéan, c'est ça. C'est la marée noire en Louisiane. La réciprocité se base sur le fait que nous nous sentons redevables d'une personne qui aurait fait preuve d'une générosité ou d'un certain comportement vis-à-vis de nous. Et si l'on doit bien reconnaître chez Madame Lucet une élégance comportementale, un calme, on doit le reconnaître à travers aussi, en contrepartie, un comportement calme. Et souvent, elle nous ramène dans nos travers, mais de manière très très calme. Elle nous pose juste des questions. Et c'est là où ses adversaires se sont coincés, se sont piégés dans un jeu de courtoisie qui parfois font paraître des lapsus. Merci. Ça nous permet. Non, pardonnez-moi, j'insiste et je vais au bout des choses. Que ces patrons-là, est-ce que Santini, est-ce qu'ils sont. Vous avez le devoir de poser les questions, est-ce qu'ils sont obligés de vous répondre? La preuve, il me répond pas, il me dit dégage. Ouais. Donc, non, il dit même, je vous ai connu meilleur, il dit même le bâtard. Madame Lucet, comme ses interlocuteurs, sont totalement conscients qu'au moment où on croise cette dame, nous avons affaire à une adversité. Sauf que cette adversité est difficilement repérable. C'est elle une équipe de foot qui va jouer contre des adversaires qu'ils ne verront pas. C'est pas nous qui Non mais quand je vois votre carrière pathétique. Belata, c'est un ami à moi qui m'appelait comme ça parce que ça veut dire faire genre, faire style, etc. Ouais. Quand j'étais plus jeune, c'est un nom qu'on m'avait donné. Parce que moi, on m'a dit que ça voulait dire sans gêne. Madame Lucet a la capacité, non seulement à faire preuve d'autorité de manière douce, mais surtout avec des preuves à l'appui. Il suffit que vous vous lanciez dans des évocations. Elle va vous sortir la carte Joker. C'est une joueuse. C'est une dame qui est capable de vous écouter, de bluffer. Je voudrais savoir si je peux poser une question en français ou en anglais. Je suis désolé de vous interrompre, mais dans cette assemblée générale des actionnaires, vous devez parler en allemand. J'ai pris mon traducteur, donc vous allez m'entendre en allemand. Jusqu'à ce que vous compreniez que vous êtes en train de perdre le jeu. Joker. Voici l'une des clés du succès de Bayer, le Mical Flash. Vous devez le connaître. C'est un pesticide qui contient du folpel. Comme vous le savez, le folpel est un cancérigène probable. Vous en avez vendu plus de 3000 tonnes entre 2008 et 2013 en France. Le folpel n'est pas la seule molécule que vous vendez. En France, Bayer commercialise précisément 50 produits cancérigènes probables, dangereux pour le fœtus ou perturbateurs hormonaux. Oui,
Cache Investigation, peu importe l'émission, nous savons que lorsque vous avancez des propos, Madame Lucet a déjà plusieurs années d'avance sur ce que vous allez dire. Et attention aux affirmations que vous allez avancer, car s'il est vrai qu'elle a des conclusions qu'elle va camoufler à travers une simple question et que vous allez vous justifier, elle voudra quand même vérifier votre justification. Elle sortira les preuves à l'appui. Et c'est bizarrement ce moment-là où tous les adversaires, peu importe sa puissance, peu importe son statut, sera vite désarmé de tout ce qui pourrait faire l'éloge de cette personne. Fiscale. Je voulais vous parler de fraude et d'évasion fiscale. Regardez. Mais ces invités, comme le député André Santini, ne nous avaient pas laissé faire. De quelque chose qui vous intéresse. Vous dégagez, c'est pas notre problème. Qu'est-ce qu'on doit retenir de Madame Lucet? Élise Lucet nous enseigne non seulement que l'autorité peut être accueillante, l'autorité peut être tolérante, mais que la douceur, contrairement à ce qu'elle pourrait donner comme sensation, peut parfois nous imposer une certaine direction comportementale, une direction langagière, et on se sent bizarrement dépourvu de cette capacité à parler, à décider, à répondre.